Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire de formation du module handicap à destination des ESMS. Je me présente, je suis Julie Morel, je suis chargée de coordination via trajectoire au GCS Sarah pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Le webinaire, il devrait durer environ 1 heure et vos micros vont être désactivés pendant la présentation. On pourra échanger de vive voix à la fin si vous avez des questions. Durant la présentation, ma collègue Carole Pancher, chef de projet via Trajectoire, répondra à vos questions par écrit via le chat de GoToWebinar. Le replay du webinaire sera disponible ensuite et transmis par mail. Vous pouvez également télécharger le support de cette présentation dans l'onglet Documents en haut à droite. Et enfin, je vais vous présenter les petits personnages qui vont nous suivre, qui vont nous accompagner tout au long de ce webinaire. Je les laisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Justin. Je travaille dans un établissement qui accompagne des personnes en situation de handicap. J'utilise Via Trajectoire au quotidien, notamment le tableau de bord et plus récemment le DUA. Mais je dois l'avouer, entre les notifications, les renouvellements et les différents volets à gérer, je me pose encore pas mal de questions. Bonjour Justin et bonjour à toutes et à tous. Je suis Via Wiki. Mon rôle est de vous accompagner et de répondre aux questions que vous vous posez sur l'utilisation de Via Trajectoire en établissement. Parfait, parce qu'entre la gestion des notifications reçues, le suivi des renouvellements et maintenant le DUA, je m'y perds un peu. Rassure-toi Justin, tu n'es pas le seul dans ce cas. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble le module handicap de Via Trajectoire et tu pourras me poser toutes les questions qui te viennent au fil de la présentation. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Le GCS Sarah propose plusieurs webinaires via Trajectoire. Un webinaire gestion des comptabilisations d'une trentaine de minutes à destination des référents structures via Trajectoire. Et puis des webinaires sur les modules, les différents modules via Trajectoire. Donc sur le module sanitaire, il y a un webinaire versant prescripteur et un webinaire versant receveur. Pour le module grand âge, il y a également 2 webinaires, un versant demandeur, un versant receveur. Et pour le module handicap, également 2 webinaires, un webinaire pour les accompagnants professionnels et un webinaire à destination des ESMS. Donc c'est le webinaire d'aujourd'hui. Ce webinaire, il est conçu pour accompagner les professionnels dans la gestion des demandes, dans la lecture des notifications, dans les réponses ou encore pour vous présenter un petit peu le DUA. Ici, vous retrouverez le sommaire de notre séance du jour. L'idée, c'est pas de le balayer en détail tout de suite, mais c'est plutôt que vous puissiez ensuite retrouver l'information utile après votre participation au webinaire, lorsque vous aurez téléchargé le document. L'idée, c'est que vous puissiez retrouver les fonctionnalités qui vous intéressent directement. Globalement, nous verrons les fonctionnalités liées aux notifications et au tableau de bord, ainsi que le DUA, donc le dossier unique d'admission. Pour commencer, on va évoquer les comptes et habilitations et l'idée c'est de vous rappeler un petit peu les bonnes pratiques d'utilisation. Tout d'abord, chaque utilisateur dispose d'un compte nominatif avec un identifiant et un mot de passe personnel qui est associé à une adresse mail nominative. Votre compte via Trajectoire, lui, il vous suit tout au long de votre carrière professionnelle. Seules vos habilitations évoluent en fonction de vos changements d'établissement. Il y a votre adresse mail aussi qui évoluera. Mais concrètement, votre identifiant, normalement, vous le conservez tout au long de votre carrière. Les habilitations, elles vous sont accordées sur votre compte par le référent de votre établissement. C'est lui qui pourra débloquer votre compte, ajouter, prolonger ou supprimer une habilitation. Si vous ne savez pas qui sont vos référents, vous pouvez retrouver donc la liste de vos référents en cliquant sur Administration, puis Mes référents. Via Trajectoire, c'est un outil d'aide à l'orientation donc qui est disponible en ligne. Donc vous pouvez y accéder en saisissant l'URL directement ou simplement en tapant Via Trajectoire dans n'importe quel moteur de recherche. Sur la page d'accueil, vous trouverez 2 espaces, donc un espace dédié aux usagers et un autre pour les professionnels. Vous, en tant que professionnel, vous devez vous identifier dans cet espace à l'aide d'identifiants et de mots de passe. Si vous oubliez votre mot de passe, il y a un bouton mot de passe oublié qui est disponible. Donc en cliquant dessus, vous allez recevoir un mail qui contient un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Attention, si vous essayez de vous connecter 5 fois de suite avec un mot de passe incorrect, votre compte sera bloqué. Donc vraiment, c'est conseillé d'utiliser le bouton mot de passe oublié avant de bloquer votre compte. Donc vous essayez 2, 3 fois et puis si vous voyez que ça ne fonctionne pas, cliquez sur mot de passe oublié. Petite information importante, depuis janvier 2026, la double authentification est mise en place. Donc ça signifie qu'après avoir saisi votre identifiant et votre mot de passe, vous recevrez un code OTP par mail, par défaut, que vous pourrez également recevoir par SMS si vous le souhaitez. Il faudra ensuite saisir ce code dans la fenêtre pop-up qui s'ouvre. Quelques petites informations utiles sur la gestion de votre compte. Pour accéder à votre compte, donc, il vous suffit d'aller dans le menu Administration puis Mon compte. Et donc sur cette page, en haut à gauche, vous avez les informations de votre compte utilisateur avec possibilité éventuellement pour vous de modifier votre nom, votre prénom, l'adresse mail si jamais vous changez d'établissement, votre profession. Seul votre identifiant ne peut pas être modifié. Une attention particulière sur l'adresse mail associée à votre compte, elle doit être unique et donc non partagée avec un autre compte utilisateur via Trajectoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis janvier 2026, la double authentification a été mise en place. C'est pour sécuriser les données. Donc vous recevez le code OTP par mail, mais il est possible de le recevoir par SMS en renseignant la partie téléphone portable ici. Tout en bas de cette page, vous avez accès à la liste des établissements, éventuellement les unités sur laquelle ou lesquelles vous êtes habilité. Chaque habilitation est donnée sur une période de validité, c'est-à-dire une date de début et une date de fin, donc pas hésiter à contacter votre référent. Si vous arrivez en fin de validité, c'est lui qui pourra prolonger votre habilitation. Vous avez la possibilité de visualiser les privilèges, c'est-à-dire les droits qui ont été définis lors de la création de votre compte en cliquant sur le bouton Voir. Et enfin, vous êtes aussi autonome sur la réception des notifications mail. Vous pouvez cocher ou décocher. Maintenant, on va parler des habilitations. Pour accéder au menu handicap et donc au tableau de bord, il est nécessaire de disposer d'une des 3 habilitations suivantes. La première, c'est ESMS administratif. Cette habilitation, elle s'adresse au personnel administratif et permet de consulter le tableau de bord ESMS, de récupérer une décision d'orientation et d'accéder aux notifications reçues avec la possibilité d'y répondre. La deuxième habilitation, c'est l'habilitation ESMS social, éducatif, pédagogique. Donc là, s'adresse principalement aux travailleurs sociaux. Elle donne tous les droits de l'habilitation administrative avec en plus l'accès aux informations d'évaluation. La troisième habilitation, c'est l'habilitation ESMS médical, paramédical, psychologue qui s'adresse aux médecins, paramédicaux, psychologues. Donc celle-ci, elle inclut tous les droits des habilitations précédentes et permet également d'accéder aux informations médicales. Les droits supplémentaires sont indiqués en vert sur le tableau pour que vous puissiez les repérer facilement. Le choix de l'habilitation, c'est vraiment important parce que ce choix, il conditionne l'accès aux informations du DUA. Par exemple, une personne avec l'habilitation médicale, paramédicale, psychologue pourra consulter les informations médicales injectées par la MDPH dans le DUA, alors qu'un profil administratif, lui, il n'y aura pas accès. Donc voilà le rappel sur les habilitations pour accéder au tableau de bord. Je vous fais un petit rappel sur le fonctionnement de Via Trajectoire. Vous le connaissez déjà puisque vous l'utilisez au quotidien dans vos établissements, mais on va reprendre les grandes étapes. Un usager en situation de handicap, il contacte la MDPH pour constituer son dossier. La MDPH, elle étudie la demande en commission et à l'issue, elle émet une décision d'orientation qu'elle lui envoie par voie postale. La MDPH importe également toutes ces décisions dans Via Trajectoire. 2 cas de figure, soit la MDPH importe les décisions sans cibler d'établissement. Dans ce cas, vous pouvez récupérer la notification via la fonctionnalité récupérer une décision d'orientation. Soit la MDPH vous cible directement parce que votre établissement correspond au profil recherché pour l'usager et dans ce cas, la notification, elle apparaît automatiquement dans votre tableau de bord. Vous n'avez rien à faire. Ce qui est attendu de votre côté, c'est de répondre aux notifications avec un statut. Contact effectué, liste d'attente, usager entré, admission impossible, etc. On reviendra plus en détail sur les statuts un petit peu plus tard.
Ça permet donc au MDPH, ARS, conseils départementaux de suivre l'évolution des dossiers. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai avec le DUA, donc le dossier unique d'admission, qui est désormais effectif sur toute la région depuis l'automne 2025. L'usager peut se connecter à son espace particulier pour suivre ses décisions, compléter, envoyer son DUA, voir les réponses des établissements. Donc on verra plus en détail tout à l'heure comment ça fonctionne concrètement, mais voilà le principe de fonctionnement de Via Trajectoire. Je vous propose de voir l'intérêt de Via Trajectoire pour les établissements avec Justin et ViaWiki. ViaWiki, quel est l'intérêt pour mon établissement d'utiliser Via Trajectoire ? Tout d'abord, l'utilisation de Via Trajectoire répond à une obligation réglementaire d'information de la MDPH. Je vous ai d'ailleurs partagé ici l'article correspondant du Code de l'action sociale et des familles. Via Trajectoire vous permet également d'accéder directement à la décision d'orientation d'un usager qui vous contacte, ainsi qu'à son DUA lorsque celui-ci a été transmis. Cela vous permet de vérifier la validité de ses droits en toute autonomie. Merci ViaWiki. Peux-tu m'en dire plus ? Bien sûr, Via Trajectoire vous permet aussi de suivre l'avancée de la décision d'orientation auprès des autres établissements ou services sollicités par l'usager en cliquant simplement sur le numéro d'individu souligné. Autre point important, la décision d'orientation est automatiquement annulée pour votre structure si l'usager est déclaré entré dans un autre établissement. Enfin, avec un profil dédié, vous pouvez également accéder aux données d'évaluation ayant servi à l'orientation, ainsi qu'aux données médicales associées lorsque celles-ci sont disponibles. Donc deux manières d'accéder aux notifications. On va maintenant s'intéresser à ces deux manières. Donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, après chaque CDAPH, la MDPH importe les décisions d'orientation dans Via Trajectoire. À partir de là, il y a deux situations qui peuvent se présenter. La première situation, votre établissement, lui, il est ciblé par la MDPH. Dans ce cas, la décision apparaît directement dans votre tableau de bord. Pour y accéder, il faudra cliquer sur Handicap, puis gérer les notifications reçues. Et enfin, aller dans l'onglet Notifications. C'est la situation la plus simple, puisque la notification est déjà intégrée à votre tableau de bord. La deuxième situation, votre établissement n'a pas été spécifiquement ciblé par la MDPH. Ça signifie que la MDPH a bien notifié une orientation, mais elle n'a pas désigné votre structure. La décision est tout de même injectée dans Via Trajectoire. Si l'usager ou sa famille vous contacte, vous pourrez aller récupérer cette décision pour l'intégrer à votre tableau de bord. Pour ça, vous allez utiliser la fonctionnalité Récupérer une décision d'orientation. Le chemin d'accès est le suivant, menu handicap, puis récupérer une décision d'orientation. Il faudra ensuite renseigner la MDPH de provenance, le numéro individu et la date de naissance de l'usager. Une fois que vous aurez complété ces éléments, vous pourrez ajouter la décision à votre tableau de bord. On verra cette manipulation en détail juste après. Donc retenez bien, soit la notification est directement dans votre tableau de bord si vous avez été ciblé, soit vous devez aller la récupérer si vous n'avez pas été ciblé. Et point important, toutes les MDPH du territoire importent les décisions d'orientation dans Via Trajectoire. Ça signifie que même si l'usager ne réside pas dans votre département, vous pourrez tout de même récupérer sa décision. Donc là, on fait un petit focus sur la fonctionnalité récupérer une décision d'orientation. La première chose à renseigner, c'est l'établissement sur lequel vous souhaitez positionner l'usager. Et il faudra bien sûr avoir des droits sur cette structure. Si vous ne voyez pas la structure, c'est certainement un problème d'habilitation. Dans ce cas, il faudra vous rapprocher de votre référent Via Trajectoire au sein de votre établissement. Ensuite, vous allez renseigner les 3 informations demandées. Une fois ces éléments complétés, vous pouvez cliquer sur Rechercher. La décision d'orientation s'affiche alors et vous pouvez cliquer sur Récupérer. À ce moment-là, la notification s'ouvre automatiquement et vous pouvez agir dessus en modifiant le statut. Concernant les difficultés que vous pouvez rencontrer, ce n'est pas forcément un problème technique, souvent il s'agit plutôt d'un sujet lié à la fiabilité des données saisies. Il faudra bien vérifier le numéro individu. Une erreur de saisie, elle
peut empêcher la recherche d'aboutir. Si vous ne retrouvez pas la notification, vous pouvez utiliser la recherche étendue. Cette option, elle permet de lancer la recherche sans prendre en compte le numéro individu, en renseignant la MDPH de provenance et éventuellement la date de naissance. On peut malgré tout retrouver quelque chose. Autre situation, vous recherchez une notification qui est déjà présente dans votre tableau de bord. Vous verrez alors un encadré orange indiquant que la notification est déjà présente. Ça signifie simplement qu'elle est déjà dans votre tableau de bord et qu'il faut aller la retrouver à l'endroit où elle se trouve. Voilà pour cette fonctionnalité qui est vraiment importante et elle permet dans la majorité des cas de débloquer certaines situations. À présent, on va voir le contenu d'une notification avec Justin et ViaWiki. Justin, maintenant que tu as ouvert la notification, on va regarder ensemble tout ce que tu peux faire depuis cet écran. 1. Revenir au tableau de bord. 2. Imprimer la décision d'orientation ou le DUA. Depuis ce bouton, tu peux générer un PDF de la décision d'orientation ou du dossier unique d'admission. Cela peut être utile pour partager l'information en réunion d'équipe, l'intégrer à ton dossier interne ou travailler hors connexion par exemple. 3. Sélectionner un statut de réponse. C'est ici que ton établissement se positionne. Liste d'attente, contact effectué, admission, refus. En sélectionnant un statut, cela permet aussi de mettre à jour ton tableau de bord. 4. Détail du statut de la notification. Dans cette zone, tu visualises le statut actuel de la notification. 5. Modification des informations liées au statut. Si besoin, tu peux modifier les éléments associés au statut. Date, motif, précision complémentaire. Chaque modification est tracée, ce qui garantit la transparence des actions réalisées par l'établissement. 6. Détail du volet sélectionné. Lorsque tu cliques sur un onglet du contenu du dossier, informations usagées, médicales, décisions, cette zone affiche le détail fourni par la MDPH en fonction des habilitations que tu as. Tu peux ainsi naviguer facilement entre les différentes parties du dossier sans changer d'écran. 7. Résumé des informations relatives à l'usager et à la notification. Le bloc Résumé te donne une vision synthétique, telle que la MDPH émettrice, le type d'orientation, les dates de validité, l'état du DUA, le statut de la notification, etc. C'est une lecture rapide qui te permet d'avoir les informations principales en quelques secondes. 8. Notes internes. Elles sont visibles uniquement par les professionnels de ton établissement. Tu peux y inscrire des éléments de suivi, des échanges en équipe ou des points de vigilance. 9. Informations transmises via le DUA. Ici, tu retrouves les informations complémentaires transmises dans le dossier unique d'admission. Ces éléments t'aident à évaluer l'adéquation entre le profil de l'usager et ton établissement. 10. Les boutons de gestion. Cette zone regroupe les actions complémentaires. Afficher toutes les notifications, donner accès à l'usager et demander l'actualisation du DUA. Et enfin, 11. Informations sur le recueil de l'accord de l'usager. On va maintenant détailler donc le contenu de la notification. La notification est organisée en 3 volets. L'idée, c'est bien de distinguer le type d'information et de sécuriser l'accès en fonction des habilitations de chacun. Donc, le premier volet, ce sont les informations sur l'usager. On y retrouve toutes les données administratives, l'identité, les coordonnées des parents ou des représentants légaux et si besoin des mesures de protection. C'est vraiment le socle du dossier. Ces informations, elles sont accessibles à tous les professionnels qui ont accès à la notification, quel que soit leur niveau d'habilitation. Autrement dit, c'est le niveau d'information partagé par défaut. Deuxième volet, ce sont les informations médicales. La version accessible à tous, donc dans la version accessible à tout le monde, on retrouve le nom du médecin traitant. En revanche, certaines informations plus détaillées sont réservées aux professionnels qui disposent d'une habilitation spécifique, donc l'habilitation médicale, paramédicale
et psychologue. Ces données peuvent concerner les déficiences, les pathologies, les besoins de compensation ou d'autres éléments utiles pour l'accompagnement. Pour accéder à ces informations renforcées, il y a deux conditions qui sont nécessaires. D'abord, disposer de l'habilitation adaptée et ensuite que l'usager ait donné son accord explicite. Cet accord, il se matérialise par une case à cocher dans la notification en bas de page. On va la voir, on va voir cette case dans la slide suivante. Donc ici, on va retrouver la décision d'orientation. Donc c'est le troisième volet. Dans cette partie, vous retrouverez concrètement ce que la MDPH a décidé, le type d'orientation, la modalité de prise en charge, les éléments qui précisent le cadre de l'accompagnement. Ces informations sont visibles directement, vous n'avez rien de particulier à faire pour y accéder. Elles permettent de comprendre rapidement dans quel cadre s'inscrit la notification. En revanche, il peut y avoir des éléments, des informations complémentaires liées à l'évaluation de la situation de l'usager. Et pour accéder à ces éléments, il y a deux conditions qui sont nécessaires. Il faut donc cocher la case accord de l'usager, donc cette fameuse case. Cette case, elle est importante, mais elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez la cocher à partir du moment où vous savez que l'usager est d'accord pour être accompagné par votre structure. C'est pas nécessaire d'avoir un document écrit. Une fois la case cochée, il faudra également avoir l'habilitation adaptée, donc soit ESMS médical, paramédical, psychologue, ou l'habilitation ESMS social, éducatif et pédagogique. Les données d'évaluation, elles s'affichent, à condition bien sûr qu'elles aient été transmises par la MDPH. Petite précision, si vous ne cochez pas la case, vous pouvez tout de même gérer la notification normalement. L'accès aux informations complémentaires, c'est un plus, mais ce n'est pas une obligation. L'idée, c'est d'avoir un accès aux données adaptées à votre rôle et au niveau d'accompagnement nécessaire. Voilà. Via Trajectoire a voulu simplifier l'accès pour les usagers, donc le renvoi de dossiers et le suivi des demandes. Pour cela, il y a un espace usager qui est dédié aux personnes en situation de handicap. Par défaut, cet espace il permet de consulter l'annuaire des établissements et de suivre les décisions d'orientation. Cette fonctionnalité, elle existait déjà, mais elle n'avait pas forcément été communiquée. Aujourd'hui, avec l'enrichissement lié au dossier unique d'admission, les usagers vont recevoir une communication de leur MDPH pour se connecter à leur espace. Ils pourront ensuite remplir leur dossier, leur DUA, et le transmettre directement aux établissements. Donc en résumé, dans leur espace, les usagers disposent de trois fonctionnalités principales, l'annuaire, le DUA et le suivi des demandes. L'objectif du DUA, c'est de simplifier l'accès à l'information grâce à un annuaire national. Ça permet de faire une recherche multicritère, donc ça facilite l'identification des structures sur tout le territoire. Chaque bénéficiaire aura son espace personnel où il peut consulter toutes ses décisions d'orientation en cours de validité, voir les structures déjà contactées et avoir un état des lieux de sa situation en temps réel. Un autre objectif, c'est de faciliter les démarches. Il n'y a qu'un seul formulaire, identique pour toutes les structures, quelle que soit leur catégorie. Les établissements y recevront directement ce dossier dans leur espace via Trajectoire et pourront suivre l'avancement des démarches en ligne. Cette fonctionnalité, elle favorise aussi le partage d'informations. Toutes les données liées à la décision et au dossier unique d'admission, elles seront disponibles et accessibles aux ESMS sollicités au même endroit. Le bénéficiaire, lui, pourra mettre à jour ces informations en temps réel. Donc ça permet d'éviter les problèmes classiques comme des adresses mail ou des numéros de téléphone incorrects. Et surtout, cette fonctionnalité rend l'usager acteur de son parcours. Lorsqu'ils le peuvent, les parents peuvent consulter l'espace personnel de leur enfant et avoir des réponses à leurs questions plutôt que de devoir recouper des informations auprès de différents acteurs. Bien sûr, dans certaines situations, l'accompagnement reste nécessaire et les usagers ou parents pourront se faire aider pour remplir leur dossier et suivre leur démarche. En fin de présentation, vous avez la partie aide à l'usager. Donc, on en reparlera un petit peu après. Sur cette diapo, l'idée est simple. Vous, en tant que SMS, vous avez désormais deux casquettes dans Via Trajectoire. La première, c'est celle que vous connaissez déjà. Vous êtes receveur. Concrètement, vous recevez les notifications des usagers pour étudier leur demande d'admission.
Avec le DEA, vous disposez d'informations complémentaires pour analyser les situations plus facilement. Pour que le dispositif fonctionne bien, c'est important que vous consultiez directement les informations transmises par l'usager dans Via Trajectoire. Comme pour un dossier papier, l'usager il met un peu de temps à compléter son DEA et une fois qu'il est renseigné, vous pouvez le consulter depuis votre tableau de bord, gérer les notifications reçues. Si l'usager n'a pas encore accès à son espace, vous avez la possibilité de lui transmettre ses accès. Il y a un bouton Donner accès à l'usager qui est disponible depuis la notification. Donc il suffira de renseigner son adresse mail et il recevra un lien pour activer son espace et créer son mot de passe. L'idée vraiment, c'est d'avoir une consultation régulière de vos DEA dans le tableau de bord. Ça évite les allers-retours inutiles et les appels d'usagers qui se demandent si leur dossier a bien été reçu. Et ça, donc, c'est pour la première casquette. La seconde casquette, elle est optionnelle, c'est celle de demandeur, donc en tant que professionnel accompagnant. Selon votre organisation, le type de votre établissement, vous pouvez accompagner un usager que vous accueillez déjà dans votre structure, notamment s'il doit faire une demande vers un autre établissement. Dans ce cas, vous pouvez remplir avec lui les informations du DUA et l'aider dans ses démarches. Donc si ce rôle vous concerne, il y a des webinaires spécifiques qui sont proposés pour les professionnels accompagnants et le lien d'inscription est indiqué sur la diapo. Mais si le besoin n'est pas immédiat, les sessions sont régulièrement reconduites, donc vous pourrez vous former quand ce sera pertinent pour vous. Je n'évoque pas davantage ici, puisque ça fait l'objet d'un webinaire dédié, mais c'était important que vous puissiez voir les deux casquettes possibles. À présent, on va voir les différents boutons de gestion et c'est ViaWiki qui va vous présenter le premier. Nous allons maintenant voir les différents boutons de gestion que vous retrouvez dans le bandeau situé en bas à droite lorsque vous avez ouvert une notification. Commençons par le bouton Afficher toutes les notifications. Ce bouton vous permet de faire apparaître les réponses et les actions des autres établissements concernés par la même décision d'orientation. Prenons l'exemple de l'usager fictif Alix Creux. En cliquant sur Afficher toutes les notifications, vous pouvez par exemple voir que l'ESAT La Freta, qui a récupéré la décision d'orientation, a positionné l'usager en liste d'attente admissible. Vous pouvez également constater que l'ESAT La Léchère, ciblée par la MDPH, est actuellement en cours d'analyse de la demande. Ou encore que l'ESAT du Colombier a été ciblé par l'usager lui-même et qu'un contact a déjà eu lieu avec le SMS. Cette fonctionnalité vous permet donc d'avoir une vision globale, partagée et actualisée de l'avancement du parcours de la personne. Et je compléterai en cliquant sur le numéro individu, donc ici, que ce soit sur votre tableau de bord ou sur la notification, ça vous ouvre également ce récapitulatif des notifications. Le deuxième bouton de gestion que nous allons voir, c'est le bouton Donner accès à l'usager. En cliquant sur ce bouton, il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous permet donc de renseigner une adresse mail sur laquelle l'usager recevra un lien pour paramétrer son mot de passe afin d'accéder à son espace. Pour info, côté MDPH, l'information ici à l'écran est à présent ajoutée à chaque nouvelle décision d'orientation. Et enfin, dernier bouton de gestion, c'est demander l'actualisation du DUA. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez apporter des précisions avec un champ libre à compléter qui sera visible pour l'usager. Donc vous pouvez demander une ordonnance de traitement, une attestation CPAM, etc. Des comptes rendus, des bilans de professionnels, etc. L'usager, lui, reçoit une notification pour actualiser son dossier avec la précision apportée par le SMS. Donc lui, il voit ce que vous avez écrit. Sur cette diapo, on va voir concrètement quels sont les impacts du DUA pour votre établissement. Le premier point, c'est que le DUA a vocation à remplacer progressivement votre dossier d'admission interne. L'objectif, c'est d'éviter les doublons et de limiter au maximum les pièces jointes complémentaires demandées aux usagers. Je vais vous faire un petit rappel important du positionnement de la CNSA. L'admission en établissement, elle doit être instruite sur la base de la décision de la CDAPH.
Les établissements ne sont pas habilités à demander un certificat médical avant l'admission. La fourniture de ce document ne peut pas conditionner ni le traitement du dossier ni l'admission. En revanche, après admission, le médecin de l'établissement peut demander un certificat médical si nécessaire pour adapter l'accompagnement, mais ce document reste transmis uniquement au personnel soignant habilité. Autre impact concret pour vous, c'est important d'informer les usagers qu'ils peuvent compléter leur DEA en ligne. Vous pouvez leur transmettre les flyers usagers, la version FALC si besoin, et afficher une affiche d'information à l'accueil de votre structure. Enfin, pour les usagers en rupture numérique, il y a la version papier du DEA qui est disponible. Vous pouvez télécharger un DEA vierge directement depuis votre tableau de bord en cliquant sur télécharger un DEA papier. L'idée globale, c'est vraiment de simplifier les démarches, d'harmoniser les pratiques et de sécuriser le cadre réglementaire. Ici, on va s'intéresser à la lecture d'un DUA et pour cela, c'est ViaWiki et Justin qui vont vous en parler. Via Wiki, ce DUA a l'air fantastique, mais comment je fais pour l'ouvrir? Justin, il y a deux possibilités. Première situation, l'usager t'a déjà envoyé son DUA. Dans ce cas, tu n'as rien de particulier à faire. En ouvrant la notification, tu accèdes directement au DUA. Deuxième situation, la notification a été transmise par la MDPH à ton établissement, mais l'usager ne t'a pas encore envoyé son DUA. Dans ce cas, tu devras d'abord confirmer l'accord de l'usager pour pouvoir ouvrir le DUA. Regarde, je te montre, c'est ici. Donc on va maintenant prendre un petit peu de hauteur et regarder les différentes étapes du parcours de l'usager dans ViaTrajectoire. Tout commence lorsque vous recevez une notification, parce que votre structure a été ciblée par la MDPH. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir consulter la notification et faire évoluer le statut de la situation. La première étape logique, c'est le contact effectué. Dès que vous avez pris contact avec l'usager, que ce soit par téléphone, par mail, par courrier ou même avec l'envoi d'une brochure, c'est important de le signaler dans l'outil. L'objectif, c'est de tracer le premier lien établi. Ensuite, plusieurs situations peuvent se présenter. Si l'usager confirme qu'il souhaite être accompagné par votre structure et qu'une place n'est pas immédiatement disponible, vous pouvez le positionner en liste d'attente. Je fais ici un petit focus parce que c'est un point essentiel. La liste d'attente doit refléter la réalité du terrain. Elle permet d'objectiver l'attention sur les places disponibles et si elle n'est pas correctement renseignée, on perd une vision fiable des besoins non couverts. On reviendra tout à l'heure plus en détail sur les différents statuts liés à la liste d'attente, mais gardez déjà en tête son importance. Dans certaines situations, vous pouvez également être amené à déclarer une admission impossible. Il peut y avoir différents motifs, inadéquation avec le profil, absence de place, critères spécifiques. On les détaillera ensuite. Selon les pratiques locales, certaines MDPH analysent ces admissions impossibles. Elles peuvent les valider ou au contraire les refuser et vous renvoyer à la notification avec un commentaire pour poursuite du traitement. Ensuite, lorsque l'accompagnement débute, vous déclarez l'entrée de l'usager. Une fois l'usager entré dans la structure, vous avez également la possibilité de déclarer une demande de réorientation. C'est une démarche qui est facultative. Elle permet de signaler qu'un usager est accueilli, mais que sa situation pourrait relever d'une orientation plus adaptée, que son état se soit amélioré ou dégradé. Ça ne vaut pas demande officielle auprès de la MDPH, mais ça permet d'identifier les situations qui mériteraient d'être réexaminées. Et enfin, lorsque l'accompagnement prend fin, vous déclarez la sortie de l'usager. Il y a aussi des statuts spécifiques pour les ESAT, notamment concernant les périodes d'essai. Au-delà des différents statuts, il faut retenir que l'usager suit l'avancée de ses décisions et donc peut voir les différents statuts, que la trajectoire renseignée dans l'outil, elle doit refléter la réalité de l'accompagnement, parce que les données issues de Via Trajectoire, elles servent à analyser les tensions, les besoins non couverts et à adapter l'offre sur le territoire. Donc autrement dit, la complétude des statuts, notamment les listes d'attente, ça a un impact bien au-delà de votre établissement.
Concrètement, le choix des statuts se fait directement depuis la notification via le menu déroulant. Vous sélectionnez simplement le statut qui correspond à la situation réelle de l'usager. Le premier statut possible, donc c'est contact effectué, il s'utilise dès que vous avez eu un premier échange avec l'usager ou son représentant, appel téléphonique, mail, rendez-vous, courrier. L'idée, c'est de tracer ce premier lien. Ensuite, on arrive sur la liste d'attente. Elle se gère unité par unité et doit refléter la réalité des personnes qui attendent effectivement une place dans votre structure. Donc pour la liste d'attente, il existe 3 statuts. Le premier, c'est en cours d'analyse, demande d'admission reçue. Ça correspond à une situation où vous avez accusé réception, mais vous n'avez pas encore étudié précisément le dossier. Vous ne savez pas encore si l'accompagnement sera adapté. Le deuxième statut, c'est admissible. Donc ce statut, il s'utilise lorsque vous avez analysé la situation et que les besoins de l'usager sont en adéquation avec votre offre. En revanche, vous ne disposez pas encore de place et vous ne connaissez pas la date d'entrée. Et enfin, le troisième statut en liste d'attente, c'est admis. Euh, donc là, ça correspond à une admission programmée. Je vous donne l'exemple, un enfant qui doit intégrer l'établissement à la rentrée prochaine. La place, elle est identifiée, l'entrée, elle est prévue, mais elle n'a pas encore eu lieu. Tous les statuts ne sont pas forcément utilisés dans toutes les structures. L'important, c'est de choisir celui qui correspond le plus fidèlement à la situation réelle. Et un point essentiel, mettre un usager en liste d'attente ne signifie pas qu'il entrera forcément dans votre établissement. La liste d'attente sert avant tout à objectiver les besoins et rendre visible le nombre de personnes qui attendent une place. C'est vraiment un outil de pilotage, hein, pas un engagement contractuel. Et enfin, je vous fais un petit point d'attention avec le laurier ici. Parmi les statuts de la liste d'attente, le statut admissible, c'est celui qui est le plus utilisé et dans la majorité des situations, celui qui reflète le mieux la réalité. Il correspond aux situations où les besoins de l'usager sont en adéquation avec votre accompagnement, mais où aucune place n'est disponible à ce stade. Clairement, si vous deviez en utiliser qu'un seul sur la liste d'attente, ce serait probablement celui-ci. Et bien sûr, la liste d'attente, elle est dynamique. Un usager peut être retiré si la situation évolue. S'il renonce ou s'il est accompagné ailleurs, vous pouvez tout à fait le retirer de la liste d'attente. On poursuit avec les différents statuts et on va passer au statut d'usager entrée. Donc ce statut, il se gère unité par unité. Certains établissements n'ont qu'une seule unité, d'autres en ont plusieurs et c'est important de bien raisonner à ce niveau-là. Un point essentiel, tous les usagers effectivement accueillis dans votre établissement doivent être déclarés usagers entrée. Ça vaut aussi pour les accueillis à temps partiel. Un usager qui vient le lundi, même s'il est accompagné le reste de la semaine dans une autre structure, doit apparaître comme usager entré chez vous. L'outil ne bloque pas ce type de situation, il permet juste de refléter la réalité des accompagnements partagés. Si vous avez fait une erreur de saisie, vous disposez d'un délai de 10 jours pour retirer l'usager au statut usager entrée sans passer par une déclaration de sortie. Au-delà des 10 jours, il faudra déclarer une sortie et renseigner un motif. Tous les motifs ne couvrent pas forcément toutes les situations possibles, donc il ne faut pas hésiter à utiliser le champ commentaire pour préciser le contexte réel. L'important, encore une fois, c'est que Via Trajectoire corresponde à la réalité, hein. On s'intéresse maintenant aux établissements qui ont plusieurs unités et dans ce cas, vous disposez d'une fonctionnalité qui est très utile, qui s'appelle Ajouter un nouvel accompagnement. Elle est accessible dans le menu déroulant, sélectionner une action. Cette fonctionnalité est particulièrement pertinente lorsqu'un usager est par exemple en liste d'attente sur une unité et déjà entré sur une autre, du même établissement. Je vous donne un cas concret, un accueilli est en accueil de jour, mais en attente d'une place en hébergement complet. Dans ce cas, vous ajoutez un nouvel accompagnement et il y a une seconde ligne qui apparaît dans la notification, ce qui vous permet de gérer chaque unité indépendamment, liste d'attente sur l'une, entrée sur l'autre. Ça permet d'avoir une vision fine et fidèle de la situation. Autre possibilité, vous avez le signalement d'une admission impossible, qui est accessible uniquement après avoir effectué un contact. Donc, c'est nécessaire d'avoir un premier contact avec l'usager pour déterminer si vous ne pouvez finalement pas l'accueillir.
La MDPH doit ensuite entériner la situation, c'est-à-dire accepter l'admission impossible. Et dans certains cas, la MDPH la refuse. À l'écran, vous pouvez voir les différents motifs pour lesquels il est possible de refuser l'admission d'un usager. Et enfin, la demande de réorientation permet de signaler qu'un usager, du coup, il occupe une place dans un établissement non adapté à sa situation. C'est pas une demande de renouvellement, hein, mais une option que vous pouvez utiliser pour signaler qu'une place est occupée par un usager qui devrait être accompagné par un autre type d'établissement. Ici, un point important à connaître, l'annulation automatique des notifications. En fait, quand un usager entre dans un autre établissement, la notification que vous avez reçue, elle peut s'annuler automatiquement. Concrètement, elle reste visible 10 jours dans l'onglet actuel, avec l'icône indiquant qu'une annulation est en cours. Pendant ces 10 jours, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez l'annulation automatique se faire, soit vous choisissez de maintenir la notification dans votre tableau de bord. Ce choix vous est proposé directement à l'ouverture de la notification. Donc si l'annulation va jusqu'au bout, la notification bascule alors dans l'onglet Sans suite. Et point important, même après annulation, vous pouvez la réactiver à tout moment. Il vous suffit d'aller donc dans l'onglet Sans suite et de cliquer sur l'icône de réactivation, donc c'est la petite flèche bleue, pour reprendre le suivi si la situation le nécessite. L'idée, c'est de vous laisser la main. Le système, lui, automatise certaines situations pour éviter les doublons, mais vous gardez la possibilité d'intervenir si besoin. Ainsi, donc, un usager peut être entré dans une structure tout en restant en liste d'attente dans votre établissement. On va maintenant parler de la fonctionnalité renouvellement qui vous concerne directement. Dans Via Trajectoire, il existe un tableau spécifique pour gérer les renouvellements, différent de celui que vous utilisez au quotidien pour gérer les notifications reçues. Si un usager a une décision d'orientation expirée, elle est visible dans vos listes usagers jusqu'à ce que vous effectuez une action. Pour renouveler une décision, passez au tableau Gérer les renouvellements, appliquez les filtres nécessaires, établissement, onglet concerné, type de renouvellement. Les renouvellements existants pour vos usagers s'affichent alors à l'écran. Il faudra sélectionner l'usager pour lequel vous souhaitez acter le renouvellement et cliquer sur le bouton correspondant. Cette action archive automatiquement l'ancienne décision et la remplace par la nouvelle. Les informations de la décision précédente sont récupérées dans le renouvellement et vous pouvez effectuer cette action pour tous les usagers, y compris ceux en liste d'attente. C'est recommandé de vérifier une fois par mois pour voir si vous avez de nouveaux renouvellements qui sont à acter. Voilà pour la partie renouvellement. Je vous donne aussi des informations sur le tableau de bord que vous utilisez au quotidien dans votre établissement. Donc vous y accédez depuis le menu Handicap, Gérer les notifications. Vous pouvez utiliser les filtres pour afficher les notifications par établissement. Ça, c'est surtout si vous en gérez plusieurs. Les onglets principaux, Contact effectué, liste d'attente, usager entrée-sortie, décision renouvelée, sans suite, archivée, etc. Donc là, ça vous permet de filtrer les notifications. Une notification obsolète, elle s'archive automatiquement 3 mois après sa date de fin de validité, sauf pour l'onglet Usager entrée. Les notifications dont le renouvellement n'est pas encore arrivé ne sont pas archivées pour éviter les ruptures de parcours. Ensuite, il y a des informations qui sont affichées sur votre tableau de bord. Il y a l'icône de statut de la notification, le DUA avec une coche verte s'il est complété, le numéro individu et la MDPH de provenance, l'identité de l'usager, le SMS ciblé, utile si vous gérez plusieurs structures. La date de validité, elle devient orange à 6 mois de l'expiration et rouge si obsolète. Il y a également des fonctionnalités complémentaires, l'affichage des filtres, l'export des onglets en Excel, l'accès rapide pour retrouver une notification dans votre tableau de bord. Si vous ne retrouvez pas l'usager dans votre tableau, utilisez Récupérer une décision d'orientation. Le bouton Télécharger un DU à papier. Voilà, c'est les fonctionnalités que vous allez retrouver sur votre tableau de bord.
On va parler maintenant un petit peu des filtres parce que tous ne concernent pas forcément tout le monde. Vous pouvez filtrer les notifications selon plusieurs critères. La qualification, donc chaque notification est soit une cible, soit une alternative. Par défaut, toutes les décisions sont des cibles, hein. Mais si c'est une alternative, dans ce cas-là, vous verrez un petit A devant le numéro de l'usager. La caractérisation, elle indique si la situation est très urgente ou moins urgente. Tous les établissements ne transmettent pas forcément cette info, toutes les MDPH. La temporalité d'accueil, vous pouvez filtrer selon que l'accueil est permanent ou temporaire. Pour rappel, un accueil permanent, c'est celui que vous proposez quotidiennement, par exemple du lundi au vendredi. Un accueil temporaire, lui, est limité à 90 jours par an. La validité, donc ce filtre, il est utile quand vous avez beaucoup de notifications qui arrivent à échéance. Vous pouvez ainsi identifier rapidement celles qui sont expirées et aller chercher les renouvellements. Le statut, ici vous pouvez choisir d'afficher seulement les notifications lues, les nouvelles ou les deux. Pour décocher ou sélectionner tous les statuts, il suffit de cliquer sur le mot statut. Les indicateurs colorés. Enfin, chaque notification peut avoir une couleur, orange ou vert par exemple. Vous pouvez définir votre propre légende. Par exemple, ce qui est orange, c'est moi qui m'en occupe, tout ce qui est vert, c'est mon collègue. Ça vous permet de filtrer rapidement visuellement selon vos codes couleurs. Voilà pour les filtres, c'est très pratique pour ne voir que ce qui est pertinent pour votre suivi. On s'intéresse maintenant à ce que contiennent les différents onglets de votre tableau de bord. Donc le premier onglet, c'est l'onglet notifications. Ici, on retrouve toutes les notifications reçues et déjà lues. L'icône associée vous permet de repérer rapidement le statut. La flèche, c'est reçu. L'œil, c'est lorsque vous l'avez lu. Ensuite, le deuxième onglet, c'est Contacts effectués. Cet onglet, il regroupe tous les contacts que vous avez réalisés et les propositions d'admission impossibles. C'est plutôt pour information et vous pourrez y revenir si nécessaire. Troisième onglet, liste d'attente. Donc, elle contient 3 statuts différents. Une précision rouge apparaît lorsque la date d'entrée prévue est dépassée. Par exemple, si vous aviez prévu une entrée à la rentrée 2025 et que la date réelle change, vous verrez cette indication. C'est important que cette liste elle soit complète et à jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle doit vraiment représenter la réalité de votre établissement. Ensuite, il y a l'onglet des usagers entrés. Donc, si vous voyez tous les usagers qui sont effectivement entrés dans votre établissement, ainsi que les demandes de réorientation. Autre onglet, sorties et décisions renouvelées. Donc, c'est les sorties réelles qui apparaissent en rouge et les notifications passées en sortie pour renouvellement sont affichées en orange. Ça vous permet de comprendre ce qui se passe, mais c'est plutôt transparent pour votre suivi au quotidien. Ensuite, il y a l'onglet sans suite pour les notifications qui sont annulées automatiquement. Donc, dans cet onglet, vous pouvez récupérer une notification. Si vous souhaitez la réactiver, vous cliquez sur la flèche bleue qu'on a vue tout à l'heure. Et enfin, l'onglet archiver, donc ce sont toutes les décisions qui sont archivées automatiquement 3 mois après leur date de fin de validité. Enfin, pour la partie aide et support, ici, une aide en ligne est disponible pour les usagers et c'est ViaWiki qui va vous en parler. Pour accompagner l'usager, une aide en ligne est mise à disposition. Il peut retrouver une foire aux questions, remplir un formulaire en ligne ou joindre le numéro gratuit. Une fois connecté à Via Trajectoire, il peut aussi s'appuyer sur le guide de remplissage conçu pour l'aider à compléter correctement son dossier unique d'admission. En tant que professionnel, vous pouvez vous aussi nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche ici si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions. L'équipe Via Trajectoire est là pour y répondre et vous accompagner. Donc, je vais vous laisser noter l'adresse mail. Vous pouvez également retrouver de la documentation en ligne, donc soit sur Via Trajectoire en pied de page, en cliquant sur documentation, soit sur le site du GCSRA, vous avez tout un tas de documentation sur Via Trajectoire sur le site du GCS. Donc je vous propose à présent de passer à un petit temps de questions-réponses. Merci ViaWiki, tout est beaucoup plus clair maintenant.
Avec plaisir, Justin. Et merci à toutes et à tous pour votre attention tout au long de ce webinaire. Nous allons maintenant passer au temps de questions-réponses. Les micros vont être activés afin que vous puissiez intervenir. Si vous souhaitez poser une question, merci de lever la main. Cela permettra à l'équipe d'animation de vous donner la parole dans l'ordre. C'est le moment d'échanger. Nous vous laissons entre de bonnes mains pour la suite. À très bientôt sur Via Trajectoire. À bientôt. Donc, merci de votre attention et je vous propose maintenant d'échanger si vous avez des questions.